ne savez pas à quel point les Chinois sont fiers de leur pays. Vraiment, ils ont une certaine fierté et tout le temps ils te cassent les couilles même. Est-ce que la Chine est mieux que ton pays? Et à part ce Chinois qui n'a pas te posé cette question-là, tu viens d'où? Je viens de tel pays. La Chine est mieux que ton pays? Ils sont trop fiers de ce que le pays a accompli. Si la politique n'est pas alignée avec la vision des entrepreneurs, elle le détruit. C'est ça la réalité. Une décision politique peut détruire ton business parce que le politicien ne t'aime pas. Et on le voit beaucoup en Afrique. Il y a un concept que j'apprécie beaucoup chez les Chinois qui dit que les hommes ne sont pas nés égaux. Il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Et l'État ou les leaders doivent miser sur ceux qui sont les plus intelligents pour qu'ils puissent élever la société. Et eux maintenant vont ramener tout le reste. C'est un iPhone. Tu dis? Enfin, c'est Apple. Oui. On est les esclaves d'Apple. Bah oui. Apple. Des vrais escrocs. Hein. T'as vu le téléphone? Comment ça, des vrais escrocs? Alors, regarde ce que fait Samsung depuis. Oui. T'as vu la qualité? Non mais... Sur les téléphones. Hein. Les ordinateurs, c'est autre chose. Tu vois? Mais t'as vu sur les téléphones? Ça s'améliore. Ah, toi aussi. Ça s'améliore. iPhone nous a tous escroqués sur les photos, les vidéos. On dirait qu'il n'y avait que eux, tu vois. Tu sais, quand ils font des grosses présentations cinématiques et tout. Non, mais tu sais, il y a quelque chose quand même qu'il faut dire. Je pense que c'est avec Apple. Ouais. Peu importe, au niveau de la photo, de la vidéo, c'est beaucoup plus comment les gens l'utilisent. Tu vois. Et il est clair que Samsung, côté photo, quand même, ils sont beaucoup plus loin. Tu vois, ils sont beaucoup plus loin. Mais Apple est en train de les rattraper. Mais à part ça, je suis désolé. Non, regarde. Franchement. À part ça, je suis désolé. Alain. Ils testent pas. Sur téléphone, non, sur le téléphone, tu peux pas te dire. Non, comment ça? Samsung. Sur l'ordinateur et tout, il n'y a pas de souci. Tu es dans un univers. Mais téléphone, tu peux pas. Non, il y a quelque chose. Toi, tu ne prends que l'aspect. Non, tu ne prends que l'aspect photo, vidéo. Pas que. Si on enlève photo, vidéo, je t'assure, Samsung, ils testent pas. Non. Ils testent pas. Regarde. Moi, regarde, tu peux pas. Parce que là, on est en débat. Là, non, j'ai aussi les deux. J'ai aussi un Android et j'ai aussi un iPhone. J'ai aussi les deux. Regarde, moi, je suis quelqu'un, j'oublie. Tu vois, dès que tu me dis quelque chose, envoie un message à tel pour me rappeler tel projet, je vais oublier. Ouais. À Samsung, tu peux envoyer un message, le programmer lundi matin à 8h. Aujourd'hui, ça se fait aussi avec l'iPhone. Mais non. Tu es obligé de télécharger une application. Non, ça se fait nativement aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, regarde. 5 ans après. Ouais, 5 ans après, je sais. Oui. Ils font en retard. Non, mais c'est normal. C'est normal que Apple fasse ces choses. 5 ans, même 6 ans, tu vois, après. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses alors que c'est fonctionnel, Apple, ça. Oui, il y a beaucoup de choses. Ça, il faut le dire, c'est vrai. Que Apple fait toujours, même 3 ans à 5 ans après que Android l'ait mis en place. Ça, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que j'ai regardé une vidéo dessus où le gars expliquait pourquoi Apple est si lent sur la technologie ou en tout cas sur l'implémentation de certaines fonctionnalités purement ergonomiques et accessibles. C'est parce que Apple, c'est un écosystème. Lorsqu'ils doivent mettre en place une fonctionnalité, ils doivent penser à ce que la fonctionnalité soit intégrée au Mac, que ce soit intégré à l'Apple Watch, que ce soit intégré à tout leur écosystème en fait. Donc ça prend beaucoup plus de temps pour eux de mettre en place une simple fonctionnalité qu'on dit oui, mais Samsung l'a fait il y a 10 ans, oui. Mais pour eux, pour mettre ça en place, c'est beaucoup plus compliqué. Mais, et c'est là où ils sont forts, quand ils le mettent en place, ils niquent tout le monde. C'est vraiment qu'ils le mettent en place et que tu le vois, tu te dis ouais, bon. Ça, ils le font mieux. C'est ça en fait. Parce que pourquoi je dis ils le font mieux dans mieux le sens, intégré, tu veux dire. Mieux intégré dans le connecté, sens où, quoi. Par exemple, le copier-coller. Oui. Tu vois, de l'iPhone et tout, mais c'est fou le fait de copier sur l'iPhone, quand ça te le met sur ton ordinateur, que ça fait ci, que ça fait ça, que tu peux avoir, tu regardes une vidéo, ça va sur l'Apple TV. Tu vois. Il y a l'écosystème qui fait que parfois, c'est extrêmement ergonomique d'utiliser un iPhone. Tu vois, c'est ça en fait la force de Apple, c'est que quand tu rentres dans leur écosystème, c'est très compliqué après de se retirer de cet écosystème-là parce que tellement ça te facilite la vie. En fait, si tu prends les éléments de façon indépendante, tu vas dire, ouais, de façon indépendante, si on doit dire iPhone, Samsung, face-to-face, il n'y a pas de rat. Ouais. Samsung lui fout la raclée en termes de fonctionnalité, en forme d'appareil photo, etc. Mais quand tu dis, OK, on va prendre l'écosystème Samsung et l'écosystème Apple,
Ah non, mais il n'y a pas de rap. Ils sont tout seuls. Tu vois, ils sont tout seuls. Ils sont tous seuls dans le game. Sur l'écosystème, il n'y a pas de rap du tout. Tu vois. Bon, on ne s'est même pas présenté. Salut les amis, mais on a lancé le débat. On a lancé direct le débat parce que voilà. Tu vois, et tu touchais ton iPhone. Non, mais tu sais, moi aujourd'hui, avant, j'étais fan de Samsung, vraiment. Et quand j'ai touché un iPhone, c'est vrai que. Et je me suis dit, putain, ces gars sont bons. Et quand tu as le Mac qui va après, et tu te dis que tu vois un peu l'intégration, tu te dis là, Windows, je suis désolé, c'est ça un peu la faiblesse des autres parce que les autres n'ont pas pu créer un écosystème et aujourd'hui ne peuvent plus, non plus les moyens de créer un écosystème. Ils sont obligés de dépendre. Et c'est même là aussi la force de Samsung ou des autres marques, c'est que Apple est quand même un peu dans la facilité avec le écosystème. C'est vrai qu'ils prennent du temps, mais c'est facile. Samsung, s'il doit faire un copier-coller d'Android vers Windows, bah déjà il faut qu'il gère le système Windows, qui est un autre système d'exploitation. C'est un autre, quoi. Tu vois, qui gère le système Android aussi, qui est un autre système d'exploitation, qu'il fasse la connexion entre les deux systèmes, et surtout que Windows est utilisé par 1000 ordinateurs différents et 1000 marques différentes. Donc, il doit penser un peu à ce que, OK, si l'ordinateur Asus, comment je le fais? Si l'ordinateur est Samsung, si l'ordinateur est telle ou telle chose. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour eux d'avoir un écosystème parce qu'ils n'ont pas d'application propriétaire. Et c'est là un peu qu'on peut voir que c'est un peu ça leur force. Et parce qu'ils arrivent quand même à faire des intégrations aujourd'hui qui sont quand même assez intéressantes. Tu vois, ils arrivent aussi à créer un écosystème, mais ça prend beaucoup plus de temps pour eux parce qu'ils doivent être en relation avec toutes les autres applications qui ne sont pas les leurs en fait. Ce que Apple ne fait pas parce que Apple ça va vite, c'est leur application, ils prennent du temps effectivement, mais quand la fonctionnalité est lancée, c'est tellement bien fait que Samsung ne pourra jamais faire ça parce que Samsung doit communiquer avec l'autre. Et toi, tu vois, les chefs de projet, deux entreprises qui font des projets ensemble, c'est un bordel total. Donc, il faut que Samsung communique avec les équipes de Microsoft, qui va communiquer avec les équipes de Asus ou je ne sais pas quoi. C'est un bordel. C'est ce qui fait que souvent, les fonctionnalités d'intégration de Samsung pour faire un écosystème, par exemple, avec Android et Windows, ça foire en fait. Créer leur propre écosystème. Mais ils ne peuvent plus faire ça aujourd'hui. Ils ne peuvent plus faire ça aujourd'hui, c'est plus possible. Il n'y a que les Chinois qui le font aujourd'hui. Parce que les Chinois ont créé leur propre système Android, etc. Tu vois, qui font qu'ils sont totalement indépendants et ils arrivent à bien mettre en place un écosystème comme Huawei. Ils ont quelques milliards à utiliser. Donc. Exactement, tu vois. Donc, tu as vu Huawei qui a tout son écosystème, etc. et tout, qui a aujourd'hui la marque qui vend le plus de téléphones en Chine aujourd'hui, etc. Donc, eux, c'est beaucoup plus facile parce que même si c'est Android, les Chinois ont fait leur déclinaison, ils n'ont pas les services Google en Chine. Oui, et c'est quoi ce scandale? Le fait que les Américains ou l'Europe ne voulaient plus que Huawei, c'est ça? Et Huawei, ouais. Qui a été banni. C'est qu'ils ont installé les antennes 5G en Europe et tout. Non, en fait, le truc, c'est que les Américains ou l'Europe, de manière générale, a un peu peur de l'avancée technologique de la Chine. Les Chinois. Tu vois. On a peur de vous, hein. T'es un Chinois aussi. Non, moi, je ne suis pas un Chinois. Moi, je suis un Africain. Après, je vais en Chine, etc. Ouais. Et en fait, je pense que l'Europe, le monde occidental a peur un peu de ce que la Chine fait. Et surtout les Américains. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas un concurrent aux Américains. C'est les Chinois leurs concurrents. Et les Chinois aussi, l'Europe n'est pas un concurrent aux Chinois. C'est les Américains leurs concurrents. Donc, c'est des bons amis, des bons ennemis. Tu vois, entre les deux. Ou bien les meilleurs ennemis, tu vois. Et donc, Huawei, à un moment donné, a dépassé Samsung en termes de nombre de ventes de téléphones portables. Et il était sur le point de dépasser Apple parce qu'il faut savoir que Apple est le numéro 1 en termes de vente de téléphones portables dans le monde, à l'époque, en 2019. Et ils ont même dépassé Apple en Chine. Ils sont le numéro 1. Et dans cette expansion rapide, très rapide, parce que Huawei est venu avec le téléphone portable en moins de 305 ans et ils ont niqué le game. Mais moi, à un moment donné, j'étais tenté par les montres. Les montres Huawei, etc., hyper quali, etc. et tout. Donc, Donald Trump est venu, il a mis ces trucs en place, il a dit non, Huawei, pour espionnage. Tu vois, ils ont accusé Huawei de mettre des puces d'espionnage dans les téléphones et tout. Donc, ils ont banni Huawei. Et surtout, bannir Huawei n'est pas le problème. C'est qu'ils ont interdit à tous les sous-traitants américains, qui travaillent avec Huawei de ne plus livrer Huawei. C'est ça, en fait, le problème. C'est loin, lui. C'est-à-dire que même les entreprises comme TSMC, qui est une entreprise taïwanaise qui fabrique les microconducteurs, tu vois, tant que l'entreprise a une relation avec les Américains, ils n'ont pas envie de se froisser. En sachant que le plus gros marché, le marché chinois, ils ont été obligés de couper Huawei. Tu vois? Et on a aussi AML, AML, c'est eux qui fabriquent les machines, qui fabriquent les semi-conducteurs, etc. et tout. Eux aussi, qui est une entreprise hollandaise, ils ont interdiction de vendre leurs machines pour fabriquer les semi-conducteurs à Huawei. Ah ouais. Donc, du coup, le blocage n'est pas juste de bannir Huawei. Le blocage, c'est dit tous les prestataires
qui ont un lien avec les Direct États-Unis. ou indirect. C'est-à-dire que même si c'est une entreprise, petite entreprise française, Ouais. qui utilise de la technologie américaine, c'est ça, qui utilise de la technologie américaine, est interdit Ok. de faire du business avec Huawei. C'est ça, là, c'est d'où vient le fond du problème, en fait. Ah Mais ouais. Huawei, bon, tu connais les Chinois, ils le disent toujours, il ne faut jamais parier contre les Chinois. Ah ouais, Parce que c'est quoi eux- ce proverbe? Il ne faut jamais parier contre les Chinois parce que Parce qu'ils vont toujours gagner, ils c'est vont ça? toujours gagner. Tu vois. Ah ouais? Eux, ils ont créé rapidement, Huawei a créé son écosystème à cause de ça, tu vois, qui ne dépend plus de Google, Ouais. rapidement. Ils sont allés dans la voiture automobile aujourd'hui parce qu'ils se sont dit, putain, parce que Huawei a perdu, il faut dire que Huawei a perdu des parts de marché. Même le président de Huawei à l'époque a dit, les gars, ça va être chaud, on va serrer la ceinture. Mais derrière, ils ont réorienté leur activité parce que la téléphonie mobile ne marchait plus. Oui. Ils ont vendu des filiales, par exemple la filiale Honor, pour ne pas que ce soit lié à Huawei, tu vois, pour laisser Honor grandir Ah, ok. et tout. Et du coup, ils sont lancés dans la voiture autonome. Donc, les voitures de Huawei aujourd'hui, c'est ouf, c'est mieux que Tesla. Et derrière aussi, ils ont commencé à fabriquer leur propre semi-conducteur qu'ils ont sorti récemment. Et ça, tout le monde est devenu fou parce qu'ils ont fait des Ils commencent puces, à en devenir fait. indépendants, quoi. Parce Exactement. que ça, pendant le Covid, nous, on savait même pas que ça... Enfin, on savait pas l'importance de ces petites puces. Exactement. Tu vois. Après Covid, enfin, pendant le Covid, Pendant le Covid, tout ouais. le monde paniquait parce que le Il y retard avait de plus. livraison de Ouais, voitures exactement, et tout. il y Tu avait te rends plus. compte, dans tous les appareils électroniques, tu en as besoin. Il y a des puces, voilà. Tu vois, Huawei a pu fabriquer une puce 5G dont le téléphone est sorti récemment et ça a été un raz de marée, en fait. Donc, Ok. du coup, c'est ça, en fait, il ne faut pas parier contre les Chinois. Parce qu'à chaque fois où on a parié contre les Chinois et qu'on les a poussés dans leur retranchement, ils vont développer trouver même la des techno. solutions, ouais. Ça a été la même chose avec le GPS, parce que les Américains ont interdit les Chinois d'utiliser le GPS. Ils ont fabriqué leur propre système de GPS. Ah ouais. C'était la même chose avec la Station spatiale internationale. Ils ont refusé à ce que les Chinois participent à l'exploration de l'espace. Les Chinois, ils ont créé leur propre Station spatiale internationale. En sachant que les Américains dépendent des Russes pour aller... Ah ouais? Oui, les Américains payent les Russes chaque année pour amener les satellites, Ok. les astronautes dans l'espace. Ah Tu vois, ouais. Elon Musk, ben, il est bien gentil, mais il n'est pas encore là. Tu vois. Ok, ok. Donc, on a tout ça, en fait, qui est mis en place par les Chinois, qui fait que quand tu paries contre les Chinois, les gars, ils ont la main-d'œuvre, ils ont la compétence pour développer leur propre technologie. Et les usines. Et les usines pour la faire. Et du coup, c'est un peu embêtant parce que ça met les autres dans une position où autant les laisser, en fait. Parce que si tu leur coupes quelque chose, ils vont la faire. Quitte à passer par toutes les méthodes. C'est ça, les Chinois. Hein. Faut pas C'est comme croire, le monstre le monstre avec 3 têtes de serpent. Là, dès que tu coupes une, il y en a 2 qui Il y a deux qui repoussent, tu vois. Donc, c'est ça un peu avec les Chinois. Il ne faut pas parier contre eux. Ils vont la développer eux-mêmes. Ok. Tu vois. Bah, c'est bien, on a bifurqué sur la Chine parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la Chine. Ouais. C'est quoi ton retour d'expérience avec la Chine? Pour moi, la Chine, sincèrement, je le dis souvent dans mes vidéos, c'est ce qu'aurait dû être l'Afrique après les indépendances, mais on est parti danser. Tu vois. On est parti danser. On est parti danser, tu vois. Je pense que la plupart des Africains ont subi tellement de choses pendant la période coloniale et l'esclavage Ouais. que les indépendances ont été une manière de souffler, en fait, de respirer après 400 ans. Et au lieu de se dire, en tout cas nos prédécesseurs, au lieu de se dire, il faut qu'on aille charbonner, il faut qu'on se sacrifie encore plus, je pense qu'ils sont allés danser, en fait. Regarde les photos de nos parents dans les années 70 et tout. Tu voyais avec les big afro en boîte de nuit. En plus, ils dansaient la salsa. Ils non? dansaient la salsa, À l'époque. la guitare congolaise, la Ouais. rumba, etc. Voilà, c'est ça. Pendant ce temps, les Chinois connaissaient la famine, charbonnaient, les Coréens, les Japonais se sont mangés deux bombes atomiques au retour de la Deuxième Ouais, Guerre mondiale, plus ouais. pauvres que la plupart des pays africains au lendemain des indépendances. Le Japon, la Corée du Sud, et ces pays, Ouais. en Ils ont 40 ans, dit le Japon, littéralement 40 ans après, était en train de battre les États-Unis. Après s'être mangé deux bombes atomiques. Ah ouais. La Corée du Sud aujourd'hui fait partie des top 5, si je ne dis pas de bêtises, de puissance, de puissance économique dans le monde. Alors que la Corée du Sud était plus pauvre que la plupart des pays africains au lendemain des indépendances. La Chine, pareil. La Chine s'est mangé deux famines qui ont exterminé des millions de personnes. Ils ont vois. des guerres aussi. Ils ont eu des guerres internes en Internes, Chine, etc. Ouais. Ils ont connu pas mal de changements politiques qui ont impacté la vie des Chinois à l'époque de Mao, etc. Et tout. Ils ont fait pas mal d'erreurs stratégiques. Mais aujourd'hui, depuis les années 80, ils ont foutu, comme on dit chez nous, le bao à tout le monde. Tu vois. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'inspiration à avoir. Et surtout, Avec quand la tu Chine. compares le modèle japonais, le modèle coréen, le modèle chinois, on voit que le Japon et la Corée du Sud, leur développement aussi du fait des États-Unis. C'est comme si les États-Unis l'ont permis, en fait. Ah ouais? Ils les ont beaucoup aidés quelque part.
dans leur développement, d'une certaine manière. Tu vois, même si c'était un peu contre. Mais comme les Américains sont... Lorsqu'on parle de communisme, ça les rend fous et qui voulaient à tout prix éviter que ces pays n'aient d'influence communiste, parce que la Chine était communiste, était à côté, ils ont quand même poussé un peu ces pays-là, alors que c'était des pays qui étaient sous des dictatures. La Corée du Sud était sous des dictatures, pourtant, démocratie, on s'en foutait jusqu'aux années 90. Ils les ont beaucoup aidés. On a le cas de Taïwan, on a le cas de Singapour, on a le cas de pas mal de pays où, quelque part, c'est un peu la main invisible des Américains parce qu'on ne les a pas cassé les couilles. Pas comme les pays africains, on nous a mis quand même pas mal de bâtons dans les roues avec des dictateurs sanguinaires qui n'ont rien foutu pendant des années au pouvoir. On a quand même laissé les pays asiatiques, d'une certaine manière, se développer sans qu'on leur prenne trop la tête. Il faut quand même le rappeler parce que, comme je le dis toujours, il faut nuancer les propos. Il ne faut pas dire que oui, la Corée du Sud s'est développée comme ça. Pourquoi l'Afrique ne l'a pas fait? Non. Ils se sont développés aussi parce que les autres l'ont voulu, comme opposition un peu. Tu vois? C'est comme si tu te dis, je préfère soutenir quelqu'un que j'aime pas, puisque je préfère lui à l'autre. C'est-à-dire, c'est qui le moins pire entre la Chine et la Corée du Sud? Je préfère soutenir la Corée du Sud. Donc, c'est un peu ce jeu-là que les Américains un peu ont joué aussi. Et surtout que la Corée du Nord était communiste. Et pour prouver que le capitalisme était meilleur, on a quand même laissé la Corée du Sud aussi se développer, tu vois. Donc, il faut toujours balancer les propos. C'est pas du blanc ou du noir. Il y a toujours du gris, des nuances de gris dedans, tu vois. Et pour revenir sur la Chine, quand moi je vais en Chine, je vois la manière dont les Chinois ont développé, les politiques que les Chinois ont mis en place pour se développer. Ils ont investi massivement dans l'éducation, mais quand on dit massivement, ils ont investi des milliers de milliards dans l'éducation chinoise. Les enfants chinois, c'est un truc de ouf. Si tu vois le programme des écoles chinoises au cours primaire ou au lycée ou au collège, c'est digne d'un programme universitaire. Tu vois, les gars sont blindés. Tu vois, Est-ce que ça ressemble comme au Japon où tu as l'impression que les enfants, ils travaillent tous les jours? Ouais, c'est comme ça. Ouais, parce que tu vois, au Japon, quand on regarde des reportages, tu dis, mais il vit pas. Il vit pas, oui, non. un enfant. Okay. Moi, je dis souvent, l'université chinoise l'université en Chine est très facile, je t'assure. L'université en Chine, parfois même, quand j'étais à l'université en Chine, j'avais eu l'impression que les gars foutaient rien, quoi. Ouais. C'est vraiment le moment où ils sont un peu plus relax, tu vois. Mais c'est avant qu'ils charbonnent, quoi. Parce que vraiment, jusqu'au bac, c'est fou. Parce que le bac chinois, il faut comprendre que le bac chinois a une particularité. Ouais. En Chine, c'est que... en Chine, on appelle Gaokao, ça veut dire le grand examen. Tu vois, le bac en Chine. Et c'est un bac qui se veut égalitaire, tu vois. C'est-à-dire que le gouvernement chinois, en fonction de la note que tu as eue, faut comprendre que, déjà, entre parenthèses, le concept du bac est venu de la Chine. Avant que ça soit bien en place. C'est les Chinois qui ont créé les examens. Le fait de noter les fonctionnaires, etc., c'est la Chine, dans l'Antiquité, qui a créé ce système-là. Tu vois, le fait de noter des fonctionnaires qu'on appelait les mandarins. Et c'est ça, c'est là où vient la langue bata, mandarin, etc., tu vois. Donc, ce système-là qu'ils ont mis en place, tu vois, de Gaokao, d'examen, est un système extrêmement égalitaire parce que, derrière, si tu as de bonnes notes, tu vas être envoyé dans le top université. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est d'une famille pauvre, en Chine, dans un village, s'il a 18 de moyenne au bac, il ira à Pékin, dans le top université, à Beijing ou à Tsinghua. Selon ta note, on va t'attribuer dans la meilleure université. Et tout le monde sait que si tu vas à Tsinghua ou à Beida, tu sors de là-bas, c'est comme si tu allais au MIT ou si tu allais à Harvard University aux États-Unis. Ok. Donc, tu sais que tu sors ta famille de la pauvreté. Sûr. Direct. Tu vois, un Chinois, une entreprise chinoise préférera toujours embaucher quelqu'un qui vient de Beida, dans Beijing Daxue, tu vois, dans l'université de Beijing, ou de Tsinghua Daxue, que d'Harvard. Parce que c'est le top du top en termes d'université. Ils vont préférer ça. Ok. Tu vois. Et du coup, ça permet aux enfants de pauvres de pouvoir rêver en se disant que si je travaille dur, je peux aller à l'université. Maintenant, si tu es un gosse de riche et que tu as 12 de moyens, on va t'envoyer dans une université dans un village. Je t'assure, c'est vrai. On va t'envoyer dans une université claquée. Tu vas dans un village quelque part. Bon, claqué, c'est un mot parce que les universités chinoises sont très bien. Mais tu ne seras pas dans le top 10, 20, 150 des meilleures universités parce que tu as une note basique. C'est ce qui fait que beaucoup de gens en Chine, même après le bac, reviennent repasser le bac. Jack Ma repasse le bac 3-4 fois. Ok. Parce qu'il voulait aller dans une nouvelle université et la note qu'il avait n'était pas suffisante, en sachant que la moyenne en Chine, c'est 12 de moyenne en Chine. C'est pas 10. C'est pas 10. C'est 12 de moyenne déjà de base.
C'est ce qui a fait que des gars comme Jack Ma ont passé le bac plusieurs fois, alors qu'ils avaient réussi. Tu vois? Parce qu'ils voulaient, en repassant le bac, avoir une meilleure note que l'année précédente pour atteindre la meilleure université possible. Même s'ils l'avaient, mais ce n'était pas assez. Exactement. Et c'est ce qui fait aussi que souvent on dit que les Chinois qui vont à l'étude aux étrangers, c'est les plus nuls. Oui, c'est ça que j'allais dire. Donc, exactement. Du coup, c'est les plus nuls parce que c'est ceux qui ne veulent pas aller dans les villages, dont les parents sont pétés dessus, qui disent que bon, on va l'envoyer au MIT, on va payer 100 000 euros, 50 000 euros l'année. En France, etc. Exactement, parce que c'est les plus nuls. Parce que comme je le dis, un Chinois voudra toujours aller à Beijing University. Hein. Sincèrement, il voudra toujours aller là-bas. Et moi, j'ai fait l'université de langue de Beijing. Quand je le dis à un Chinois, ils me prennent pour un génie. Ils disent, putain, comment t'as fait? À chaque fois, il dit que j'ai fait Go Yu, des trucs comme ça, tu vois, de seconde université de langue de Beijing. Les Chinois me prennent vraiment. Waouh. Je dis que putain, comment t'as fait? T'es un génie. Alors que moi, je suis là, mais non. Mais il faut aussi dire que je suis allé à Beijing parce que quand je passe les examens de langue de chinois, on se base aussi sur ta note. Et moi, j'avais 15 de moyenne. Quand je finis mon cycle d'ingénieur, j'étais le dernier de la classe, hein, t'inquiète, les gars, c'était des génies. En France, c'est ça? En France, ouais, les gars, c'était des génies. J'avais 15 de moyenne. Et quand on regarde mes notes 15 de moyenne et que derrière, je parle chinois et tout, c'est tout ça qui permet, lorsque je pose mon dossier, d'aller à Beijing Second Language University à l'époque. Tu vois. Pourquoi, moi, j'ai une question. Pourquoi la Chine? Pourquoi tu es attiré par la Chine? Tu es né en baignant sur les mangas, enfin, je ne sais pas si c'est là-bas qu'on le fait. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui t'a fait le choix de dire « Ah, c'est pas l'Allemagne, c'est pas un autre pays », mais... C'est quelque chose que j'avais déjà dit plusieurs fois dans des vidéos en disant, en fait, moi, je découvre la Chine grâce à une amie, en fait. C'est une amie d'enfance, on a fait le collège ensemble et tout, qui m'ajoute sur Facebook en 2012. On se découvre sur Facebook et je vois qu'elle est en Chine. Moi, j'étais extrêmement surpris. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous dans ce pays? Pour moi, la Chine, c'est Jackie Chan, c'est Jet Li. Mais pas plus que ça. Je ne connais absolument rien de la Chine. Et à l'époque, on était beaucoup plus avec le Japon, les mangas, Dragon Ball Z, etc. Et pour moi, c'était d'aller au Japon. Et j'avais même commencé des cours de japonais à l'université. Parce que j'étais dans une université d'informatique, c'était des geeks là-bas. Et donc, tout le monde aimait les animés japonais. Et on avait des cours de japonais à l'université. Donc, moi, je suivais ces cours de japonais, en fait. Tu vois? Et quand je vais en Chine en 2014 pour la première fois, ça a changé ma vision des choses. Je me suis dit, putain, c'est le pays dans lequel il faut être, surtout businessment parlant, quand tu vois, quand tu parles la langue, etc. Et c'est comme ça que je fais le shift, où je dis, bon, le japonais, c'est bien gentil. En faisant un voyage, je dis, OK, maintenant, je vais apprendre le chinois et j'apprends le chinois en 1 an. Et je me dis, OK, let's go, on va commencer à faire du business avec la Chine. C'est là que je commence des trucs. J'achète des téléphones portables que j'envoie en Afrique pour vendre à des amis, etc. etc. C'est comme ça que mon parcours, même d'entrepreneuriat, commence. Et en découvrant la Chine, en fait, quelque part. Tu vois? Donc, c'est pour ça que la Chine, pour moi, c'est extrêmement intéressant parce que quand tu découvres et que tu apprends après la langue et tu comprends la culture, tu vois que c'est une culture qui est très proche de la culture africaine. En termes de notions de famille, de valeurs, etc. On a beaucoup de ressemblances avec les Chinois, même si les gens pensent que, même si c'est 2 peuples différents, on a beaucoup de ressemblances et sur certaines valeurs avec la Chine. Et derrière aussi, je le dis et je le répète, la Chine, c'est le pays où, en tant que moi, on m'a le plus respecté, on va le plus te respecter. Les Chinois respectent énormément les Africains, même si... On pense que c'est le contraire, même si des gens te parlent de racisme en Chine, etc. Ouais, de racisme, on a vu des vidéos de Chinois en Afrique qui faisaient danser des petits. Des petits, etc. Et c'était vécu dans un réseau social. Dans un réseau social pour gagner de l'argent, etc. Non, il ne faut pas confondre les choses. Il y a des idiots partout. Ouais, tu vois, même chez les Chinois, il y a des imbéciles partout. Et pour moi aussi, l'une des choses, c'est que ça dépend de chaque personne, sa définition de racisme. On ne peut pas parler de discrimination. Tu vois? Mais pour moi, dans ma définition de ce que je pense du racisme, quand on reste pragmatique et objectif, le racisme, c'est quand on empêche quelqu'un de réussir. Quand on met un système en place pas sa couleur, voilà, et son origine, on met un système en place pour lui mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, le racisme institutionnel. Le fait, par exemple, moi j'ai envoyé plus de 200 CV en France. Mon premier boulot en France, ça a été pas piston parce que j'ai pas pu trouver du boulot. C'est le directeur de l'école qui a appelé pour qu'on me trouve du boulot. Pourtant, j'avais de bonnes notes, j'avais 15 de moyenne quand je sors de l'université. Je trouve pas de boulot, tu vois. Et quand tu veux trouver un logement en France, parfois c'est compliqué. Il y a des documentaires qui le disent partout, dans tous les sens du terme, hein, soyons clairs dessus. Et en Chine, c'est en Chine que j'ai vu des Noirs rouler dans des voitures que j'ai jamais vues en France. Pourquoi? C'est extrêmement simple. Le Chinois est un gars pragmatique. Vraiment, les Chinois sont pragmatiques. Et l'une des choses aussi qu'il faut comprendre par rapport aux Chinois,
Les Chinois c'est un peuple, en fait, qui va se baser sur la réalité objective. Objectif. Pour lui, les Noirs ne sont pas développés parce qu'ils ne travaillent pas. Point. En fait, logique, quoi. C'est pas... Il n'y a pas d'émotion. Pas d'émotion. C'est pas une question de oui, la colonisation. Ils disent oui, nous aussi, on a été colonisés. Mais il y a eu des guerres internes. On a eu des guerres. On a eu la famine. Et je t'assure, les Chinois en ont chié. Ils en ont chié. Ouais. Mais on s'est développé. On a travaillé dur. On a sacrifié. Les gens ne se rendent pas compte comment les Chinois ont serré la ceinture. Je vous assure, les Chinois ont serré la ceinture. Le développement d'un pays se passe dans la douleur. Tu regardes le développement en Europe, ça a été la même chose. Pendant la révolution industrielle, les enfants étaient dans les mines, les femmes étaient dans les mines en Europe. Quand la Chine a voulu se développer, on dit que les enfants sont dans les usines. C'est une réalité. Parce qu'on doit passer par là. L'Afrique veut se développer avec des gens en costume, cravate et ne veut pas souffrir. Il ne va pas souffrir. C'est une réalité. Et les Chinois, quand ils nous voient, en fait, le Chinois est simple, il se dit, les Africains sont des paresseux, ils ne veulent pas travailler. C'est pour ça qu'ils ne sont pas développés. Point à la ligne. Point. Il ne va pas rentrer à chercher du contest, à essayer d'arrondir les angles et tout. Donc ça développe un sentiment un peu de gens où ils nous voient comme des paresseux. Mais à partir du moment... Ça, tu l'as ressenti, ça? Moi, je ne l'ai pas ressenti en Chine. Okay. Je vais t'expliquer. Et c'est là, en fait, que tu commences à relativiser. Je vais t'expliquer. Ouais. Quand moi, je viens à l'université en Chine, j'avais déjà 25 ans. J'étais déjà diplômé d'ingénieur, etc. Tu vois? Je vais en salle, je vis en Chine pour apprendre la langue. Donc, c'est comme si c'était des cours de langue. Tu te retrouves avec des gens qui ont 19 ans, des gens qui ont 30 ans. Donc, tout le monde est mélangé. C'est des cours de langue. Ce n'est pas des cours d'informatique. Non. Et la plupart des professeurs de cours de langue avaient 22 ans, 23 ans. C'était souvent des jeunes filles qui finissaient l'université en licence de bachelor, anglais, chinois, et qui enseignaient à l'université. Et moi, je débarque et on vous demande de vous présenter. Tu te présentes, je suis ingénieur, je suis venu pour apprendre la langue, etc., etc. Tout de suite, c'est le respect. Même les profs t'appellent grand frère. Il n'y a que en Chine. On t'appelle grand frère. Il n'y a que en Chine que ces profs qui étaient plus jeunes que moi me respectaient. Et moi, j'étais toujours troublé en disant, mais pourquoi eux, ils me respectent alors que parfois, j'étais dur avec les autres Africains. Très dur avec les autres Africains. Et souvent, même parfois, moi, j'intercédais. Je venais un peu parce que les professeurs étaient durs. Et j'allais parler au prof pour dire, oui, mais pourquoi tu lui as donné mauvaise note alors que. Tu vois? Alors qu'avec moi, c'était, je ne viens pas en cours, Anne-Lé, mais Wenty, c'est pas grave. Toi, tu peux dormir. Et moi, ça m'étonnait. C'est comme si j'étais un peu privilégié. Ouais. Et je le comprends à cause de quoi? En fait, tu étais piégé par tes notes. Parce que j'étais un bosseur. Ouais. Les Chinois regardent que ça. Je dis, c'est des gens qui sont faciles à comprendre. Moi, je te dis, les cours commençaient à 8h, à 6h, j'étais en salle de classe. J'étais en train de faire les exercices. Il y avait d'autres Chinois aussi à Weber ou tu étais tout seul? J'étais tout seul. Donc, quand la prof vient souvent vers 7h45, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là depuis 6h, je travaille. Ah ouais. Donc, ils sont étonnés. Ah ouais. Et ça, je le dis toujours aux étudiants africains qui sont en Chine. Si vous taffez, les Chinois kiffent les gens intelligents. Ils sont simples, hein. C'est pas un truc là. C'est pas une question de race aiguë. C'est des gens qui sont simples d'esprit. Ok. Il est bosseur, on va lui ouvrir des portes. Et si tu bosses en Chine, que tu comprends leur langue, leur culture, ils vont trouver des portes. Et c'est là que tu commences à nuancer. Et bien sûr, ces gens-là sont racistes. Réellement. Ouais. Les Chinois n'aiment pas les gens qui se plaignent. C'est un peuple qui ne se plaint pas. C'est un peuple qui subit. Donc, en plus, nous, on est champions du monde. Et nous, on est là à se victimiser. Oui, l'esclavage, la colonisation. Le Chinois s'en fout. Non. On s'en fout. Il y a 20... Mais... Lève-toi et va bosser. On s'en fout de l'esclavage et de la colonisation. Ouais. Mais c'était il y a 50 ans. Donc, ils n'aiment pas les victimes, quoi. Ils n'aiment pas les victimes. Parce que les Chinois ne se victimisent pas. Tu vois? Donc, il y a tous ces petits trucs-là. Et je le dis parce que quand tu te dis que les Chinois sont racistes et que tu débarques en Chine en tant qu'Africain, noir, et que tu vas visiter des entreprises et que les gars, tous les salariés sortent, se mettent en rang pour dire bienvenue aux Africains et applaudissent, j'ai les vidéos, tu te poses la question, est-ce que ces gens-là sont vraiment racistes? Ouais. Quand on visite les usines et qu'on veut faire des partenariats, la manière dont on nous accueille, qu'on nous invite, tu vois littéralement des chefs d'entreprise, des multimillionnaires, te parler comme si tu étais à un niveau. Parfois, souvent même quand je dis aux Chinois que j'ai fait Beijing University, des trucs comme ça et tout, et ils voient mon parcours, mais les gars me prennent pour un génie. Ah ouais, allez toi, comment tu fais? Donne-moi des conseils. Tu vois, je dis, alors que le mec, il est 1000 fois plus pété que moi. Il y a une certaine humilité.
Et souvent, moi, je me dis, putain, en tant que noir, comment on me traite? Ouais. Tu vois? Comment on me traite? Et c'est tout cela qui fait que parfois, j'ai commencé à nuancer. Non, c'est pas du racisme. Je ne dis pas qu'il y a des Chinois qui ne sont pas racistes. Non, après, il y a des cons partout. Et ça, Il y a des cons partout. Même chez nous. Même chez nous. Il y a des cons partout. Ouais. Mais ce que je remarque, c'est le pays dans lequel on respecte le plus les Noirs s'ils ne font pas de bêtises. Parce que je n'ai pas envie même de faire un podcast pour parler des Noirs en Chine. Parce que tellement il y a une négativité sur nous. Ouais. Souvent, je n'ai pas envie d'en rajouter. Ouais. Sinon, nos frères Noirs en Chine ils font beaucoup de bêtises aussi. Ah ouais, aussi. Tu vois. Et les Chinois, c'est des gens, c'est tout ou rien. Tu vois. Ils ne vont pas rester. Ils ne sont pas dans les nuances. Ils ne sont pas dans l'arrondissement. Non, ils vont te dire tac, tac, tac. Tu vois, c'est ça. Alors que nous, on est trop dans l'émotionnel qu'on ne se sent pas bien là. Exactement, tu vois. Ouais. Et Dieu, on ne nous aime pas. On s'en fout de qui vous aime. Personne n'aime les Chinois. Hein. Personne. Regarde un peu le traitement. Pourquoi aujourd'hui les Chinois sont acceptés partout? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'on les respecte. Ils ont imposé le respect. Personne n'aime les Chinois, mais tout le monde achète les Chinois et veut l'argent des Chinois. Je me souviens d'un documentaire, on disait putain que depuis que les Chinois ne sont plus revenus, le tourisme a baissé de 50% dans tel pays et on attend le retour des touristes chinois. Tu vois? Alors que tout le monde les traite de Shinto, tout le monde les insulte. Mais on veut leur argent. Et il faut comprendre que le développement de l'Afrique aussi passera par là. On peut nous détester, mais ils aiment bien notre argent. C'est ça. C'est à partir du moment où on va compter économiquement et qu'on va peser que le racisme va disparaître. En fait. Et parce que l'argent n'a pas de couleur, comme on le dit. Que le racisme va disparaître. Et il faut aussi qu'on comprenne très bien nos ennemis. Qui ils sont. Parce que j'ai souvent l'impression que les Africains ne comprennent pas trop qu'est-ce qui est leur ennemi. Ils veulent jouer souvent à des jeux d'équilibristes. En pensant que je vois parfois des chefs d'État africains qui disent qu'ils veulent couper les ponts avec la France, mais aller faire du business avec l'Allemagne. Je dis, mais toi, tu n'as rien compris. C'est qui nos partenaires? Ils doivent comprendre l'histoire. Et les Africains, souvent, l'histoire qu'ils leur ont racontée aussi ne leur permettent pas d'être fiers d'eux-mêmes. Quand tu suis les cours d'esclavage en Afrique, on t'explique que tes grands-parents ont vendu tes frères, tu n'es pas fier en tant qu'Africain. Et c'est ça qu'on nous enseigne. Tu n'es pas fier. Tu vois? Et on dit l'histoire écrite par le vainqueur. Les livres d'histoire ont été rédigés par des gens comme Fernand Nathan, des maisons d'édition. Tu n'es pas fier d'être africain avec ça. Tu n'as pas envie de t'associer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu vois des Noirs renier leur africanité, les Noirs américains, c'est-à-dire les Noirs américains sont tellement allés loin dans le délit qu'ils disent qu'il y avait des Noirs aux États-Unis avant d'arriver les Blancs. Et que les Noirs qui sont venus, qu'il n'y a pas eu d'esclavage transatlantique. Et les Indiens alors? Tu vois, ils sont dans un délire. Donc vraiment, il y a tout un courant de Noirs qui disent... Il y avait des Noirs sur le sol. Qu'il y avait des Noirs... Avant que les Blancs ne viennent. Donc il n'y a pas eu d'esclavage avec l'Afrique. Et qu'on a falsifié l'histoire et tout. Un peu comme les Noirs qu'on a trouvés en Nouvelle-Zélande, en Australie et tout, parce qu'il y avait effectivement des peuples noirs, on peut dire comme ça, en Nouvelle-Zélande et tout, qui ne sont pas venus via l'esclavage. Ouais. Tu vois, avec des yeux blonds, des cheveux jaunes et tout, qu'on a retrouvé des ethnies comme ça et tout. Ces îles-là, tu vois. Donc il y a des Noirs américains qui sont persuadés de ça. Et pourquoi ils font ça? Parce que personne ne veut faire partie de l'équipe perdante. Personne n'a envie de faire... Même toi, quand tu joues au football ou je ne sais pas quel jeu tu aimes, le foot. Tu n'as pas envie d'être dans l'équipe perdante. On veut être dans l'équipe qui gagne. Qui gagne. Et beaucoup de Noirs antillais, etc., ne peuvent pas s'identifier à l'Afrique parce que de ce qu'ils voient, c'est que l'Afrique perd. Et on a eu le même avec les Chinois. Beaucoup de Chinois ont quitté la Chine pendant l'époque Mao, où la Chine était un pays faible. Beaucoup de Chinois ont renié leur pays à l'époque, se sont expatriés et tout dans les pays occidentaux. Et depuis que la Chine est devenue une puissance économique, ils sont tous en train de rentrer. Tous, en fait, en train de rentrer. La Chine est le pays où le nombre d'étudiants étrangers, la quasi-totalité, retourne en Chine après les études. Parce qu'ils se sentent mieux. Parce qu'ils sont fiers, en fait. Ah oui, quand tu vois comment c'est construit. Ils sont fiers. Et je te dis, à chaque fois que je parle avec les Chinois et tout, vous ne savez pas à quel point les Chinois sont fiers de leur pays. Vraiment, ils ont une certaine fierté et tout le temps, ils te cassent les couilles même. Est-ce que la Chine est mieux que ton pays? Il y a personne Chinois qui n'a pas te poser cette question-là. Tu viens d'où? Je viens de tel pays. La Chine est mieux que ton pays? Ils te posent tout le temps ces questions-là. Ils sont trop fiers de ce que le pays a accompli.
Alors qu'il y a 30 ans, ils n'étaient pas fiers. Hein. Ah, tu dis, je suis chez non, je suis japonais. Tu vois? Et c'est tout ça, en fait, qu'il faut mettre, en fait. Et je suis persuadé que le seul moyen pour qu'on respecte les Noirs, ce n'est pas juste que des cas isolés comme nous, on réussit en France, c'est cool. À la limite, on te dira quoi? Toi, tu es un Noir différent. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, je suis un Noir différent? C'est une insulte. C'est tout ce qu'on va te dire. Mais ce n'est pas parce que moi, j'ai une condition de vie meilleure et que je suis un privilégié, parce que j'ai taffé, parce que je suis entrepreneur, que ça change la condition de mon peuple, la condition des autres qui subissent cette discrimination. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi souvent à des discours où des Noirs se disent qu'il n'y a pas le racisme, parce qu'eux, ils n'en subissent pas. Parce qu'ils sont privilégiés. Parce que leur environnement ne leur a pas montré cette réalité. Tu vois? Et le seul moyen pour que les Noirs, en tout cas, puissent se faire respecter dans le monde entier, c'est quand l'Afrique va se développer. C'est avec ça, c'est quand l'Afrique se développera que les Antillais vont être fiers, que les Haïtiens vont être fiers, que même les Noirs, tous les peuples noirs, qui ne sont même pas d'origine africaine réellement, c'est-à-dire les Néo-Zélandais, les Australiens, tous ces Noirs qui sont un peu dispersés dans le monde entier et qui subissent eux aussi. Tu vois, même dans les pays asiatiques, hein, quand tu regardes en Thaïlande, au Vietnam, il y a des peuples de couleur noire, réellement noirs, qui sont parfois même typés négroïdes. Tu vois? C'est tous ces gens-là vont commencer à s'identifier à l'Afrique. Ils vont commencer à se dire, oui, je vais aller chercher mes origines, quelque part. Tu vois? Et c'est tout ça, en fait, qu'il faut mettre ensemble et comprendre toute la nuance des propos. Et ne pas tomber trop facilement dans les histoires de racisme, de ci et tout. Le seul moyen de gagner du respect en tant qu'Africain, dans ce monde aujourd'hui, c'est que l'Afrique se développe. Ce n'est pas que des individualités, tu vois, émergent, qui soient riches, qui va faire en sorte que on respecte l'Afrique. C'est pas possible. Maintenant, soyons pragmatiques comme les Chinois. Tu as dit, c'est par l'argent qu'on va se faire respecter. On parle de business maintenant, parce que c'est ça, c'est l'ouverture, c'est la première porte. Tu vois. Comment les Africains qui nous regardent peuvent se lancer pour qu'ils fassent un premier pas économique impactant, tu vois, créer un business, quel type de business. Tu vois, discutons un peu quel business on peut lancer. Ils peuvent lancer depuis l'Afrique. Et aussi, voilà, déclencher ce premier pas vers cet impact économique. Parce que si tout le monde met un business en place, qu'il soit physique ou en ligne, mais on devient des travailleurs, bah, du coup, là, ça va être un peu plus intéressant dans ce que tu dis. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement d'un pays va être une décision politique et des leaders politiques. Donc, il faut que ça vienne d'en haut, il ne faut pas que ça vienne d'en bas. Ça va venir d'en haut. Pourquoi? Regarde Dubaï. Regarde la Chine. Regarde le Japon. Regarde la Corée du Sud. Regarde Singapour. Regarde Malaisie. Regarde tous les pays qui se développent aujourd'hui. Regarde l'Inde. Regarde le Brésil. C'est toujours des décisions politiques venant d'un leader éclairé. Et il impose... Et qu'il impose cette vision-là, même la Russie, etc. Qu'il impose cette vision-là. C'est-à-dire que même si on doit parler de business ici, effectivement, les Africains peuvent se développer, en tout cas de façon individuelle, via les business, via le fait de créer une entreprise. Et aujourd'hui, vous avez Internet qui peut vous permettre, avec tous les business qu'on a sur Internet et tout, vous permettre de développer quelque chose. Mais ce n'est pas ça qui développe un pays. Ce qui développe un pays, c'est l'industrialisation. Et l'industrialisation ne peut être qu'une réponse purement politique, réelle. Ah ouais. Tu vois? Ça va être très compliqué que des individualités puissent former un groupe assez cohérent pour impacter cela. Ce qui veut dire que le problème que l'Afrique a aujourd'hui, c'est un problème de leadership. On n'a pas de leader. On n'a pas de vrai leader. Aujourd'hui, on le voit un peu avec le Burkina, le Mali, qui est en train de montrer un exemple de leadership et on les soutient beaucoup par rapport à ça. Mais ce n'est pas parce que nous allons travailler dur, parce qu'il y a les Dangote dans les pays africains et tout, malgré ça, ça n'a pas changé la vision. Ou le Nigeria, souvent parce que même les entrepreneurs, quand ils réussissent, il y a ce côté capitaliste et individualiste qui naît aussi quelque part. Tu vois? Et aussi le fait que si la politique n'est pas alignée avec la vision des entrepreneurs, elle le détruit. C'est ça la réalité. Une décision politique peut détruire ton business.
parce que le politicien ne t'aime pas. Et on le voit beaucoup en Afrique. S'il gagne trop d'argent. Voilà, il peut être jaloux. Ouais. Tu vois. Et la Chine, et c'est pourquoi je pense souvent l'exemple de la Chine, a pu concilier bien cela. Il y a des décisions politiques fortes, mais qui permettent aux entrepreneurs de se développer. Donc les deux doivent aller de pair en fait. Si on veut vraiment développer l'Afrique, selon moi, dans la vision de ce que je vois et de ce que j'ai analysé dans les autres pays, tu prends l'exemple de Samsung qui aujourd'hui vaut 20% ou 22% du PIB de la Corée du Sud, ça a été une décision politique. C'est les politiciens de l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont donné ce pouvoir à des entreprises privées pour que ces entreprises privées aient des passe-droits à la condition que ça puisse aider toute la population. On l'a vu aussi avec le Japon, avec Honda, Mitsubishi, Toyota, etc. C'est des décisions politiques qui ont formé ces mastodontes, en fait. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que moi, j'ai essayé de me renseigner pour créer une entreprise en Guinée. Ouais. Je suis parti à la chambre de commerce et j'ai regardé les conditions, l'impôt sur les sociétés. Donc, ça ressemble déjà beaucoup au modèle français. Au Bénin aussi, français. C'est 30% sur les bénéfices, etc. Ouais, c'est fou. Mais pire, ils prenaient sur le chiffre d'affaires. Ouais. C'est pas sur le bénéfice. Sur le chiffre d'affaires, je me dis, comment tu peux attirer des gens à venir ramener de l'argent? Parce que si économiquement, enfin juridiquement, il y a un écosystème qui permet, comme tu l'as dit, d'être à l'aise. Moi, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais je voulais créer mon entreprise en Guinée, mais c'est mort. C'est pour ça qu'aucune entreprise en Afrique, la plupart des entreprises ne paient pas les impôts, qui sont dans les magouilles, ils sont dans la corruption parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer 30% sur le bénéfice ou sur le chiffre d'affaires. Ce n'est pas possible. 3%, et toutes les entreprises africaines ont été des copier-coller, ou les lois africaines ont été des copier-coller des lois qu'on nous a laissées après l'époque coloniale, qu'on n'a pas réadaptées. Et quand tu vois les autres pays, quand ils ont voulu se développer, c'est souvent fiscalement, en les donnant des passe-droits fiscaux aux entreprises, des facilités aux entreprises. La Chine aujourd'hui a un gros problème, c'est de faire payer les entreprises, de pousser les entreprises à payer les impôts. Okay. Parce que pendant longtemps, ils les ont laissés sans payer, etc. Et tout, en leur donnant certaines facilités, en baissant les coûts des ressources. Donc l'État achète les ressources, les matières premières et les revend aux entreprises à vil prix. Ah, ouais. Pour que ces usines puissent se développer et aient un avantage compétitif par rapport à la concurrence internationale. Tu vois. Et du coup, le développement de l'Afrique va être purement une décision de politique en accord avec la vision des entrepreneurs. C'est les deux qui vont aller de pair selon moi. Et quand tu regardes l'histoire du Japon, de la Corée du Sud et de la Chine, Deng Xiaoping dans les années 80 a dit qu'il faut que les Chinois deviennent riches. Les Chinois doivent devenir riches. Et surtout, il y a un concept que j'apprécie beaucoup chez les Chinois qui dit que les hommes ne sont pas nés égaux. Tu vois? Moi, on a dit la vérité. Les hommes ne sont pas nés égaux. Il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Tu vois? Et on doit miser, et l'État ou les leaders doivent miser sur ceux qui sont les plus intelligents pour qu'ils puissent élever la société. Et eux, maintenant, vont ramener tout le reste. Ouais, ils vont les tirer. Ils vont tirer tout le reste. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce que les Chinois ont fait. C'est ce que les autres entreprises ont fait. Parce que le seul moyen de développer un pays, c'est quand tu as des mastodontes qui embauchent les gens. Il y a des entreprises en Chine qui ont 1 million de salariés. Tu as Foxconn, je pense que c'est 1 ou 2 millions de salariés. Tu as PetroChina, je pense que c'est 500 000 employés. C'est ça, en fait. C'est quand tu crées des usines qui vont absorber la main-d'œuvre, qui vont absorber, en fait, comment je veux dire, les ouvriers, les travailleurs, etc., que ça crée une économie cohérente, tu vois, qui va permettre de développer le pays. Et si en Afrique, on ne comprend pas ça et qu'on ne met pas ça en place, faciliter et qu'on a les entrepreneurs, on a les chefs d'entreprise. cette décision politique, parce que ça ne peut que des décisions politiques, ou en tout cas des politiciens qui ferment les yeux pour permettre aux entrepreneurs de se développer. C'est ce que les Chinois ont fait. Jack Ma, j'ai vu une interview de Jack Ma qui disait que l'Afrique a un terrain de jeu parce que rien n'est encore fait. Donc il faut qu'on laisse la main un peu aux entrepreneurs pour qu'ils fassent tout. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, quand tu veux lancer des trucs, on va, même juridiquement, on te met les bâtons dans les roues. Ouais, tu dois faire la queue juste pour ouvrir une administrativement, on te met des bâtons dans les roues. Ouais. Alors qu'on doit simplifier tous ces processus. Et certains pays le font très bien aujourd'hui. Le Bénin a digitalisé pas mal de choses. La Côte d'Ivoire est en train de le faire aussi. Ouais. Certains pays le font. De sorte à ce que ce soit beaucoup plus facile de créer une entreprise et qu'on foute un peu la paix aux entrepreneurs pour qu'ils puissent... Qu'ils fassent de l'argent. Ils fassent de l'argent, en gros. Et en plus, le pire, c'est que si tu laisses... Tu fais un peu les yeux, voilà, il ne paie pas son impôt sur les sociétés. Bref, tu es un peu plus tolérant de ce côté-là.
Mais l'argent va réinvestir, va être dépensé dans le pays. Exactement. Donc, ça va encore faire circuler l'argent et tout le monde va y gagner. Exactement. Donc, cet impôt que tu récupères pas ou tu fermes les yeux, en réalité, tu seras gagnant parce que j'ai beaucoup d'argent, qu'est-ce que je fais? Je vais investir dans l'immobilier, je vais acheter plus de choses et peut-être je vais recruter plus, tu vois. Exactement. Et c'est ce que Dubaï a fait aussi. Pourquoi ce marketing, tout le monde est venu? C'est pas la force de la petite main-d'œuvre, je pensais. On a facilité l'installation de grosses entreprises. Exactement. Avec, au départ, c'était 0%. Oui, 0%, oui. Tu viens, 0%, qu'est-ce que tu fais? Tout l'argent que tu as dans un pays où il y a beaucoup de taxes, tu l'envoies à investir. Exactement ici. Ici, quoi. Mais c'est... Et c'est ça la vérité. C'est dommage. J'écoutais même... J'étais tombé sur une vidéo même d'un Arabe qui expliquait pourquoi Dubaï avait réussi et pourquoi le Nigeria ne réussissait pas, tu vois. Ah ouais? Il avait fait cette comparaison. Et il expliquait, c'est le leadership. C'est pas autre chose. Les mecs de Dubaï sont extrêmement intelligents. Les leaders arabes, peu importe ce qu'on peut penser, sont extrêmement intelligents. Ils ont été visionnaires pour les Émirats. Tu vois, ils ont été visionnaires, ils ont compris qu'ils n'ont pas une forte population, mais il faut nourrir cette population, il faut la développer, il faut développer ce désert. Et ils ont misé sur le fait de ramener des entrepreneurs. Des grosses têtes. Des grosses têtes dans le pays. Même encore aujourd'hui, si tu veux trouver un travail à Dubaï, si tu n'as pas un niveau pointu dans un truc, c'est mort. Tu vas faire des jobs à 200 € par mois parce qu'il n'y a même pas de salaire minimum ici. Ouais. Tu vas faire des jobs à 200 € par mois, des trucs comme ça. Même aujourd'hui, c'est encore très fort. C'est encore très fort aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est ça aussi qui est extrêmement important. Et je pense qu'on finira sur ce volet leadership. Et c'est ce qui fait mal parfois quand tu vois des pays comme le Gabon. Tu sais, au lendemain des indépendances, les Gabonais étaient 200 000 ou 300 000. Dans un pays qui doit faire au moins 3 fois le Bénin. Ah ouais. Avec l'or, le diamant, ils ont tout. Nous, on n'a rien au Bénin. Le Gabon aurait dû être Dubaï de l'Afrique. Ou la Suisse de l'Afrique. La Suisse de l'Afrique. Mais on a eu des leaders qui ont fait que manger de père en fils. Et il y a plein de pays africains comme ça. Tu vois? Il y a plein de pays africains qui ont été bénis. Sur leur terre. Sur leur terre. Et Dubaï n'a rien, ils ont que le désert, le pétrole. Et même le pétrole est terminé. Mais j'ai l'impression que c'est ceux qui n'ont rien qui font tout. Mais c'est ça le truc. Et parfois, je me demande comme le Japon, enfin des et parfois, pays je me comme ça. demande même si Dieu ne nous a pas punis, quelque part, en nous donnant une terre trop cool. Trop cool. Tu vois? Zone de confort. Mais vraiment, non, l'Afrique est une zone de confort. C'est-à-dire qu'on n'a pas de tremblement de terre, on n'a pas d'inondation, on n'a rien, on n'a pas de... En fait, on est sur quelque chose qui est magnifique. On a la forêt, on a tout dans ce pays, sur ce continent. Et je pense aussi que, quelque part, c'est ma théorie, ça a fait que nos pays se sont un peu lâchés. Ils se sont dit, bon... Alors que l'Europe, les mecs qui se mangeaient... On est resté sur nos acquis. L'Europe, ils se mangeaient des hivers de malades. Les gars devaient penser 1000 à l'heure. Donc parfois, je pense aussi que, est-ce que notre terre, qui a été trop douce pour nous... C'est pas une malédiction n'a pas été finalement une malédiction, comme disait Youssoufa, que quand tu as un continent en forme de gun, il faut se poser des questions. Ouais. Tu vois? Donc je pense aussi que c'est tout ça qui impacte un peu d'une manière ou d'une autre le continent. On a un vrai problème de leadership et j'espère que ça va changer. Nous, on peut faire ce qu'on peut. D'accord? Moi, je pense qu'on peut s'inspirer de la Chine parce que c'est un modèle qui est atteignable, sincèrement, contrairement au Japon ou la Corée du Sud, ou comme je le disais au début de ce podcast où ils ont été quand même un peu poussés. Les Chinois n'ont pas été poussés. Bon, ils ont mis en place des politiques qui ont fait que les choses ont délocalisé, mais non pas délocalisé pour l'amour des Chinois. Non, ils ont délocalisé parce qu'il y a une main-d'œuvre gratuite, presque gratuite et faible, etc. C'est pour ça. Oui. Mais derrière, les Chinois ont compris très vite que pour que tu profites de cette main-d'œuvre à moins de coûts, il faut que tu fasses une joint venture avec une entreprise chinoise, que tu leur enseignes tout ce que tu sais. C'est malin, ça. C'est malin. Oui, tu profites de la main-d'œuvre gratuite, ou presque gratuite, tu transfères la techno. Ouais. Et les Chinois en ont bien bénéficié. Tout le monde est content. Ils ont les choses aujourd'hui et ils se sont développés aujourd'hui. Et dans le cas des pays africains, je pense, on ne peut pas copier des systèmes dans tous les cas. On ne peut que adapter. Le système chinois est adapté à la Chine. Et c'est pour ça que les Chinois le disent qu'ils ne peuvent pas exporter le système de développement. Tu vois, c'est le développement à la chinoise. Ils le disent tout le temps, c'est le développement à la chinoise, avec les caractéristiques chinoises. Et je pense vraiment que l'Afrique aussi, le vrai problème ou le vrai drame, entre guillemets, de l'Afrique, c'est que l'Afrique n'a pas encore trouvé son modèle de développement. Les pays du Golfe ont trouvé le modèle de développement. Ils ont dit, on va investir, on a le pétrole,
On va faire venir des étrangers dépenser leur argent ici. On va leur donner des facilités et tout. Tu vois que Dubaï l'a fait, Qatar est en train de le faire, l'Arabie Saoudite veut le faire. Oui. Parce qu'ils savent que le pétrole est derrière, là. est derrière. Ils savent que le pétrole ne peut pas tenir 1000 ans non plus. Tu vois. Donc, ils ont trouvé le mode de développement. Les Européens ont trouvé le modèle de développement via la royauté, après qu'ils s'est transformé en monarchie constitutionnelle ou en démocratie, etc., parlementaire. Ils ont trouvé. Et l'Afrique aujourd'hui a du mal à trouver son propre modèle de développement. Et c'est sur ça que nos leaders doivent travailler, je pense, selon moi en tout cas, pour trouver un modèle qui va être en cohérence avec la culture africaine, avec ce que représentent fondamentalement les Africains, en fait. On ne peut pas juste copier le modèle chinois, copier le modèle américain. Il faut que le modèle soit adapté. Sinon, on se retrouve avec des pays qui sont en guerre, avec des guerres civiles où personne n'est content. Tu vois. C'est clair. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. On aurait pu continuer le podcast pendant longtemps. C'était très intéressant, là. Je me suis rappelé. En tout cas, merci. Merci à toi, Rafiki. On se retrouve dans d'autres vidéos, les amis. D'accord, bye bye. Allez, ciao.